ça sera l'occasion justement de pouvoir tous papoter ensemble en fait tranquillement et de prendre le temps de parler un peu de vos fonctionnements ou dysfonctionnements justement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de l'utilisation d'indicateurs faux qui désorganisent en fait le bloc opératoire. C'est un constat en fait que je fais au quotidien en étant donc tous les jours en contact avec les blocs opératoires. Tout le monde fait des indicateurs, mais Mhm. tout le monde a des indicateurs qui sont faux. Et c'est pas spécialement de votre faute, c'est de la faute des logiciels de bloc et des DPI que vous avez qui vous permettent pas d'avoir de la donnée fiable. Aujourd'hui, avoir la donnée fiable, ce serait possible si vous mettiez autant d'énergie chaque mois qu'un cabinet de conseil pour produire vos indicateurs, en les reprenant tous à la main, à travers un Excel par exemple, pourquoi pas. Mais c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, bah, un directeur des soins, un cadre de bloc, un cadre sup, bah, doit piloter son bloc, donc il prend finalement l'information native de ses sources d'information. Donc on va en parler, on va traiter ça. Donc vous me confirmez que vous avez bien le PowerPoint avec les slides? Dans mon cas, oui. Très bien. Ben, j'imagine que vous êtes représentatif de tout le monde et vous serez mon poisson pilote aujourd'hui si j'ai besoin. D'accord. Alors, je vais commencer avec un préambule qui va traiter finalement de la définition d'une intervention. Dans la vie profane, on estime qu'une intervention, c'est un geste opératoire qu'on produit sur un patient. Mais en fait, si on veut avoir un regard organisationnel, ben, on doit définir ça autrement. Et donc, dans la littérature, ben, généralement, on a tendance à expliquer qu'une intervention, c'est le bon patient au bon moment, au bon endroit, avec la bonne équipe et le bon matériel. Alors, ça peut paraître idiot comme ça, mais moi, c'est un mantra vraiment que je vous invite à avoir en tête quand vous êtes en train de piloter votre bloc opératoire ou quand vous allez devoir préparer votre réunion de régulation, parce que c'est vraiment la coordination de ces 5 éléments qui va vous permettre d'être efficace et en fait bah, de pouvoir avoir la meilleure organisation possible pour avoir la meilleure prise en charge du patient, mais également en fait avoir la meilleure qualité de travail pour vos équipes. Parce que derrière, en fait, tout le discours que je vais avoir sur les indicateurs, vous verrez qu'on parlera beaucoup de vos équipes paramédicales qui sont en souffrance aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de personnes trouvent le blog séduisant comme ça pouvait être le cas auparavant. Et donc, vous courez un petit peu après le nombre d'IAD ou d'IBOD. Donc, si on veut pouvoir ben, améliorer la qualité de travail, il faudra améliorer la qualité en fait d'organisation de façon générale. Alors, j'ai besoin en fait avant tout de comprendre un petit peu vos blocs opératoires et entre autres par rapport à vos contraintes RH. Et pour ça, en fait, j'ai 4 questions. Donc, les deux premières, c'est assez simple. C'est combien est-ce que vous avez d'IAD et d'IBOD dans votre bloc et combien est-ce qu'il vous en manque pour tourner à plein. Donc, vu qu'on est quelques-uns, soit on se fait un petit tour en fait avec le micro, soit vous pouvez marquer dans la conversation ou question-réponse. Mais l'idée, c'est de comprendre déjà en fait quelle est la souffrance de vos équipes RH sur les effectifs. Donc, combien vous avez d'IAD, d'IBOD et combien il en faudrait en plus pour pouvoir tourner à plein. Je vous laisse noter dans question-réponse ou conversation ou d'en parler directement. Moi, pour l'instant, je n'ai pas la chiffre exacte. Je viens d'arriver à ce poste. Je n'ai pas la chiffre exacte des SIAD et des CIBOD. Ok. Et donc, sinon, pour le coup, en termes de salles, vous en avez combien? Nous avons 9 salles, Et mais vous ouvrez en combien de salles ouverture tous les matins? régulière. Pardon? Et vous travaillez sur combien de salles finalement? Il y a combien de vacations Il par n'y a salle? que 6 salles ouvertes. Voilà. Donc vous avez un potentiel en fait de l'ordre de 30% en fait d'effectifs en plus largement. Vous pourriez en fait prendre en charge plus de patients s'il y avait plus en fait d'IBOD ou d'IAD, parce que la Exactement. contrainte chez vous, la contrainte n'est pas immobilière. Non. Elle est véritablement RH. Ok. Donc c'était juste pour en fait mettre en évidence ça. Donc de toute façon, j'imagine bien que c'est plus ou moins le cas pour tout le monde. Parce que j'avais une autre question. Alors, c'est vrai que ce matin, tout le monde a répondu. Vous êtes un peu moins. C'est la digestion peut-être. Vous répondez un peu moins. Mais voilà, c'est aussi de savoir combien est-ce qu'il y a eu d'IAD ou d'IBOT qui ont quitté les équipes au cours de cette année. Et en fait, combien d'IAD ou d'IBOT vous avez pu chercher en fait à recruter. Donc, tout ça pour dire. Alors, on va pas chercher à avoir vos chiffres tout de suite. Hein, c'est pas vraiment important. Mais c'est tout ça c'est pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une fuite en avant. On est un peu des pompiers pyromanes. On cherche à recruter des nouveaux IAD ou IBOD, alors que finalement la priorité consisterait peut-être à chercher à faire un peu de rétention, à les retenir au bloc opératoire dans un premier temps. Et donc retenir ces équipes au bloc, c'est améliorer l'organisation et c'est voir en fait sur un moyen terme.
recruter, c'est parer en fait au plus vite. Et finalement, ben voilà, on va recruter 3 personnes pour qu'à terme, il y en ait 3 autres qui partent. Donc en fait, on est Mhm. sur du systémique. Et en restant comme ça, bah, malheureusement, on va vite aller dans le mur au bout d'un moment. Sur du moyen long terme, en fait, moi, je connais des blocs en Rhône-Alpes, par exemple, qui ont une dizaine de salles. Et en fait, il n'y en a que 4 qui sont ouvertes. Et en fait, 4 ça commence à devenir critique pour les équipes qui sont en place parce qu'on tire dessus de façon assez violente et aussi pour la patientèle locale parce que la patientèle, elle a beau aller Mhm. en fait dans le privé. Là, maintenant, elle doit commencer à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour trouver un établissement qui pourrait en prendre en charge sur telle ou telle spécialité. Donc, bah, j'explique quoi? Moi, j'ai mené une petite étude. Alors, les chiffres, c'est difficile de les certifier, de valider à quel point ils ont été justes ou faux. Mais quoi qu'il en soit, ça évoque tout de même une tendance. On a un turnover qui représente à peu près 10 à 20% par an de vos effectifs. Ça veut dire que sur une équipe de 40 IAD ou IBOD, bah, on en a entre 4 et 8 qui vont partir par an. Alors, c'est une moyenne globale. De façon assez significative, on se rend compte que les équipes sont stressées. C'est des choses que les IA d'IBOD évoquent, donc stressées par la désorganisation. Et ça conduit bah, inévitablement à des départs qu'on a pu monitorer et mesurer aux alentours en fait, de 15% en fait, directement liés au stress et à la désorganisation. Alors, attendez, je vais autoriser juste quelqu'un à rentrer. Hop. Voilà, monsieur Ruben, vous voilà parmi nous, a priori. Merci beaucoup. Je vous en prie. Hop. Continuons. Donc, je ne vais pas m'étendre sur Datamento trop longtemps. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissez. Datamento, c'est une petite boîte grenobloise qui travaille sur la performance du bloc opératoire. On est éditeur, donc on propose une solution de BI, de Business Intelligence ou informatique décisionnelle en français, qui propose donc de produire des indicateurs de bloc. Alors, ce qui nous différencie de tout ce que vous pouvez connaître sur le marché, c'est qu'en fait, on est les seuls. Et c'est pas parce que j'ai la casquette de directeur commercial, c'est juste parce que j'ai monté cette boîte il y a 10 ans et que j'en suis convaincu. On est les seuls à pouvoir garantir des données qui sont exactes. Aujourd'hui, vous avez des chiffres depuis les DPI, les logiciels de bloc ou même du Power BI, enfin, différentes solutions de BI généralistes qui ne sont pas capables de produire des indicateurs qui sont justes, qui sont exacts. Et donc, c'est ce qu'on va voir derrière. Vous verrez en fait l'implication, en fait, enfin, l'impact que ça a sur l'analyse, l'identification des dysfonctionnements et finalement l'analyse de la cause racine. Aujourd'hui, bien souvent, quand vous êtes en conseil de bloc, vous allez présenter des chiffres et puis il y a une heure qui va consister à dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec tes chiffres, j'ai fait une meilleure activité ou une moins bonne ou ci ou ça. En fait, on va s'arracher tous ensemble les cheveux pour dire que les chiffres sont pas bons ou que ça représente pas la réalité. Et finalement, on ne parle pas des causes véritables de ce qui pose problème au bloc opératoire. Donc nous, déjà, on va vous permettre de vous épargner ça. Vous avez la garantie d'avoir des données qui sont justes. Après, ça ne fait pas tout, ça reste des chiffres. Donc derrière, il y a aussi tout un système de gouvernance à mettre en place. Et donc là-dessus, on peut aussi vous accompagner sur en fait un schéma de diffusion d'informations. Qui est-ce qui est finalement a un rôle dans le cadre du conseil de bloc, du conseil de pôle, et en fait qui est-ce qui va être bah, destinataire de telle ou telle information pour finalement identifier les bons fonctionnements et les moins bons fonctionnements pour aboutir à des améliorations de l'organisation. On va faire un petit exercice. Alors là, par contre, je vais vous demander de parler en fait dans les micros ou d'écrire, juste pour qu'on puisse tous comprendre pourquoi est-ce que vous rencontrez des écueils sur les calculs de vos indicateurs. On va commencer avec des choses qui sont extrêmement simples, et puis on va finir avec du cortiqué. Mais malheureusement, le cortiqué, c'est ce que vous rencontrez au bloc opératoire. La vraie vie, en fait, l'idéal, ça serait d'avoir ce qu'on a sous les yeux. Ce qu'on a sous les yeux, c'est sur la gauche, j'ai la vacation d'ortho et de gynéco, donc en plein vert ou en plein bleu. Et à droite, j'ai l'intervention. Donc là, pour simplifier les choses, j'ai juste mis une intervention qui prend toute la vacation. On s'imagine bien qu'en fait, voilà, généralement, on peut mettre plusieurs interventions dans une vacation. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de me dire quel est le taux d'occupation de la vacation pour l'orthopédie et pour la gynéco. 100%. On est tous d'accord que c'est 100% pour l'un comme pour l'autre? Donc là, il n'y avait pas de surprise. C'est 100% effectivement. Parce qu'on a commencé au tout début de la vacation, on a fini au même moment. C'est parfait. Donc ça, bah, c'est ce qu'on aimerait voir sur un bloc opératoire, sauf que dans la vraie vie, bah, on commence en retard déjà, on finit machin, puis vous allez voir qu'il y a des choses un peu tarabistouilles. Premier point particulier, c'est ben, j'ai mon ortho en salle 1, j'ai ma gynéco en salle 2, sauf que bah, j'ai fait toute la gynéco en salle 1 et toute l'ortho
En salle 2, quel est le taux d'occupation de chacune de ces vacations? Ça continue à 100%. 100% quand même. C'est 100% quand même, exactement. Parce qu'en fait, quand on parle d'un taux d'occupation de vacation, on ne s'intéresse pas à la contrainte de salle, on s'intéresse à la vacation. Peu importe où j'ai réalisé mon intervention, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où étaient mes équipes rattachées à cette vacation. Et c'est pour ça que quand on parle de taux d'occupation de vacation, alors moi, je me plie un petit peu à la littérature, mais j'aime pas vraiment ce terme. On parle de vacation, mais finalement, on parle d'usage d'infirmiers postés. Donc en fait, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé comme ressource paramédicale. Donc là, j'ai utilisé, quoi qu'il en soit, 100%. Certes, ce n'était pas au bon endroit, mais on s'en moque. S'il fallait calculer un taux d'occupation de salle, on serait également sur 100%, mais on verra en fait qu'on a des cas encore un peu plus particuliers. Donc là, pas trop compliqué. Troisième cas de figure, eh ben, je commence plus tôt et je finis plus tard en ortho. Et là, rien n'a changé en gynéco. Donc en gynéco, ça n'a pas changé. On est à 100%. En ortho, quel est le taux d'occupation de la vacation? 100%. Madame Labrousse, pareil? 100% avec des débordements, mais 100%. Ok, très bien. Alors là, c'était juste un petit détail méthodologique, mais vous avez répondu juste parce que le taux d'occupation de vacation, il commence uniquement, le calcul se fait à partir du début de la borne jusqu'à la fin de la borne. Ce qui a eu lieu en débordement avant et après n'est pas pris en considération. Le taux d'occupation de vacation, c'est le calcul de la bonne ou mauvaise organisation durant le temps qui a été consacré initialement à mon travail. Donc, si on prend en considération ce qui s'est passé avant et après, on arriverait sur du 110 ou 120%, peu importe. Et là, on calculerait un taux d'activité ressource qui est très intéressant, mais en fait, qui ne répond pas en fait à la même question. Et celui-là, on l'évoquera par la suite. Donc, on n'était pas encore sur du trop compliqué. Là, on arrive sur un niveau supplémentaire. Et normalement, j'imagine que vous pourrez me dire en fait également la bonne réponse. Quel est le taux d'occupation pour l'ortho et quel est le taux d'occupation pour gynéco? Gynéco, on est à 100%. Très bien. Quel est le taux d'occupation pour l'ortho? 100%. sur 200. Voilà. Vous avez bien suivi. On s'intéresse encore une fois à ce qui s'est passé sur l'équipe. Elle a suivi. Donc, on est sur 100%. Et puis, on va arriver à la vraie vie. Ouais, la vraie vie. Donc là, en fait, on va décortiquer tout ça pour voir en fait quelles sont les réponses qu'on peut apporter. On va commencer par la gynéco. Salle 2. Quel est le taux d'occupation à peu près de la gynéco? 75%, 80, 75, 80. Eh bien, ça peut être 80%, mais j'en suis pas certain. Parce que ça peut quand même être 100%. J'ai certes une activité d'ortho qui est ici, mais là, spontanément comme ça, sans information, je ne sais pas quelle équipe a fait cette intervention. Et donc, si j'ai des équipes pluridisciplinaires, je pourrais très bien imaginer que ce soit l'équipe de gynéco qui a pris en charge de l'ortho. Pourquoi pas? Imaginons que ce soit une intervention d'urgence. Ça pourrait très bien être la gynéco. Donc là, on a déjà un premier biais qui me fait dire ça peut être 75% ou ça peut être 100%. Accordons-nous pour dire qu'effectivement, la condition la plus probable, c'est que ce soit 75% d'occupation, effectivement. C'est nativement ce qu'on peut penser. Donc, premier point, OK. Maintenant, on va s'intéresser à Ortho 1. Ortho 1, j'ai une intervention en salle 1. Celle-là, elle ne me pose pas trop d'interrogations. On la rattache à la vacation de l'ortho. Donc, on a déjà 25% là-dessus. L'intervention qui a eu lieu à midi, pareil, a priori, elle appartient à Ortho 1. Donc, on a déjà 50% sûr. Pour Ortho 2, j'ai cette intervention-là, salle 3, qui a priori correspond à Ortho 2. Donc j'ai 25% de sûr. Pour la salle 4, l'intervention qui a eu lieu ici, elle appartient à qui? On ne sait pas. L'intervention qui est en salle 4, après, elle appartient à qui? A priori, vu qu'il y avait déjà l'ortho qui était en ortho 1, celle-là, elle appartient à ortho 2. Donc ça veut dire qu'on a 50% de sûr pour ortho 2, 50% sûr pour ortho 1. Là, j'ai un doute. Et de la même manière ici, j'ai un doute. Est-ce que finalement, on a pour une vacation d'ortho 50% et 100% d'occupation de vacation? Ou est-ce que pour les deux, on a 75% d'occupation de vacation? Tout ça pour vous dire quoi? Que de manière globale, quand vous allez proposer un chiffre très macro, vous aurez très peu de chances de vous tromper. Parce que là, pour l'ortho, on va annoncer que l'ortho a 75% d'occupation de vacation. C'est très juste, au global. Mais j'en ferai rien du tout. Alors que de dire, j'ai 50% pour ortho 1
et 100% pour ortho 2, ça va me permettre en fait d'identifier un bon fonctionnement d'un côté et un dysfonctionnement de l'autre et de chercher la cause racine du dysfonctionnement. Est-ce que, par exemple, si on imagine que j'ai uniquement 50% en ortho 1, c'est parce que j'ai un problème de ST? Est-ce que c'est parce que j'ai un problème de programmation? J'ai pas du tout en fait les bons temps opératoires? Est-ce que c'est un problème de comportement du chirurgien qui voilà, préfère toujours partir, sortir du bloc pour aller faire ses consultations? Voilà. Donc c'est en ça que je vous racontais que j'ai la certitude que vos chiffres depuis vos logiciels de bloc sont faux. Ils ne sont pas capables d'interpréter tous ces ping-pong. Alors, parfois ça peut être plus simple, parfois ça peut être plus compliqué. Mais moi, dans la vraie vie, je rencontre, et on le verra tout à l'heure, on peut avoir des écarts qui sont de 30, 40, 50 points par rapport en fait à la vraie vie. Et donc, quand vous êtes en conseil de bloc, vous allez dire à un chirurgien, voilà, de façon générale, tu as ce chiffre-là, ce qui est à peu près juste. Et quand on rentre dans le détail, c'est là où en fait on n'est pas d'accord. Et le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas d'accord, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sur lequel on souhaite prendre une décision. Et au final, on arrive sur un statu quo où on ne fait rien, ou alors on prend des décisions à la du bout, et finalement, on va accorder du temps supplémentaire à une personne qui n'en aurait pas besoin. Là, si on décide que ortho 1 et ortho 2 ont 75% d'occupation de vacation, on pourrait dire aux deux, bah, rajoutez la programmation. Et derrière ça, double peine. Et ben en fait, on va faire du débordement sur l'un, alors qu'en fait, on a de la fin précoce monstrueuse pour l'autre. Donc, on a des coûts improductifs qui ont été doublés par une décision qui n'était pas du tout faite à bon escient. Voilà, donc ça, c'est la vraie vie. Vous avez plutôt bien répondu. On peut se féliciter. On ne va pas s'applaudir, mais on pourrait. Donc, on va traiter un petit peu les aspects méthodologiques pour comprendre pourquoi en fait il y a des choses qui sont fausses et vous apporter en fait des bonnes pratiques sur l'analyse en fait de vos indicateurs. Alors, hop, je reprends juste le cours de mon déroulé. Je l'ai fait à l'aveugle tout d'un coup. Je me suis un peu emballé. Et donc voilà. Donc la gestion des plannings, c'est vraiment un point qui est crucial parce que finalement, il y a deux types de planning. Alors, je ne sais pas quel type de planning vous utilisez pour vos indicateurs. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous utilisez comme planning pour faire vos indicateurs? Tableau Excel. On n'est pas informatisé, nous. D'accord, c'était même pas ma question. Tableau Excel, ça ne me dérange pas trop. C'était quelle est la source de votre tableau Excel dans le sens, en fait, je vais vous donner directement la réponse. Il y a le planning de référence, le planning institutionnel, celui qui est dans la charte de bloc, et il y a le planning, en fait, après régulation. Et donc, vous utilisez quel planning pour faire vos indicateurs? Pas après régulation. Oui, on est d'accord que c'est le planning de régulation, mais c'est évident, hein, mais ce n'est pas le cas partout. Je vois beaucoup d'établissements qui font leurs indicateurs sur un planning, le planning en fait de la charte de bloc. Donc forcément, bah, on arrive en fait déjà d'entrée de jeu en fait à des erreurs extrêmement importantes. Donc, vous devez prendre le planning de régulation. Et quand je dis que vous devez prendre le planning de régulation, c'est que si la régulation elle est faite à J-3, J-7 ou J-10, on fige ce planning. On n'y touche plus. Parce que derrière, si vous le retouchez, vous allez créer une illusion de performance. Il y a deux cas de figure. Je vais ajouter au dernier moment ou je vais supprimer au dernier moment. On imagine qu'on est 3 jours avant 3 jours avant et que le chirurgien dit bah, finalement, j'ai 2 patients que je peux prendre en non programmé. C'est de la semi-urgence ou ce qu'on veut, peu importe. Et donc il dit bah, je sais que la salle 9 est disponible. Je vais faire les interventions en fait, de 8h à 11h en salle 9. Et puis le cadre dit ok, très bien, tu viens. C'est programmé. Et le cadre va faire quoi? Il va aller sur le planning et il va rajouter à J-3 une vacation qui va aller de 8h à 11h. Bah, sauf que non, ça, il ne faut pas le faire. Parce que vous avez déjà posté vos équipes bien en amont. À 3 jours, vous n'allez pas dire à des gens de venir ou à des gens de partir. Votre staff, il est ce qu'il est. Donc, vous allez devoir vous débrouiller avec l'existant. Donc, il ne faut pas mettre un planning face à ces interventions. Si jamais vous acceptez qu'ils fassent des interventions, OK, mais vous le mettez en hors TVO orphelin. Il n'y aura pas de vacation en face. Et donc, c'est un calcul différent qui sera fait. Sinon, on commence déjà à biaiser l'organisation en disant qu'on a les ressources pour faire ce travail-là. Alors que non, en théorie, on ne devrait pas avoir les ressources. On va se dépatouiller pour avoir les ressources, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas le faire. Et deuxième cas de figure, qui me rend à moitié fou, c'est de supprimer. C'est-à-dire que le chirurgien A avait prévu d'avoir des interventions le lundi, et puis en fait, on arrive, puis le lundi, il n'y a pas d'intervention. Il ne vient pas au bloc opératoire. Donc le cadre, gentiment, par courtoisie pour le chirurgien, il va faire quoi? Il va enlever la vacation. Donc ça fait qu'il aura
on ne va pas du tout en fait, atténuer son taux d'occupation. Là, son taux d'occupation de vacation, ça devrait être un TVO vide, donc on devrait avoir 0%. Au revoir. Alors, hop. Donc oui, ça va enquiquiner le chirurgien de voir un 0%, mais il faut le signifier. Il faut remarquer en fait qu'on avait des équipes qui étaient postées, qui l'attendaient, qui devaient être productives pour sa spécialité, qu'on fait autre chose, qu'on travaillait pour une autre spécialité, qu'on travaillait en fait au stock, qu'on travaillait à la pharma, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, si vous supprimez à J-3, J-2, J-1 sur le planning de la vacation, ça va tout polluer et vous aurez l'impression d'être plus beau que ce que vous n'êtes finalement. Donc, sur la méthodologie, il y a 2 aspects que je vais vous montrer directement sur ma plateforme, qui sont donc la correction des atypies et l'association des interventions. Donc là, vous voyez bien la page Performance Block. Donc, je vais aller sur ma plateforme. Je vais importer un planning. Hop. J'en ai pour 2 petites minutes. Et là, je vais vous montrer en fait comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, on va faire mai 2019. Hop, je vais créer un jeu de données que je vais appeler faux. Et je vais créer un jeu de données. Donc là, j'importe les données. Donc, Madame Labrousse, c'est soit depuis vos tableaux Excel. Et en fait, Monsieur Gilles Sanchez, c'est soit depuis en fait votre logiciel de bloc. Peu importe. Donc, si on fait depuis un logiciel de bloc, et ben en fait, on aura une connexion directe. Tous les soirs, on va pousser l'information. Si c'est depuis un tableau Excel, on peut faire l'import tous les soirs, ou alors on peut le faire une fois par semaine. Ça va dépendre à quel point c'est contraignant en fait manuellement. Donc là, j'importe 24 lignes différentes, c'est 24 interventions, c'est la journée d'un petit bloc opératoire. Et donc j'arrive sur une page de contrôle des données. Et le contrôle des données, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis votre source, vous avez des problèmes d'exhaustivité. Il manque l'heure de sortie ou il manque l'opérateur. Sauf que moi, pour faire mes indicateurs de bloc, j'ai besoin de 6 informations. Il me faut l'heure d'entrée du patient, l'heure de sortie du patient, la date, la salle, le chirurgien et le mode d'hospitalisation, programmé, non programmé ou urgence. 6 informations. Il m'en faut pas plus. Si j'en ai plus, on peut travailler sur des analyses beaucoup plus fines. Mais déjà avec 6 informations, je pense qu'on peut travailler pendant 2 ans sur la performance et trouver des gros leviers, juste avec 6 infos. Si on a incision, induction, fermeture, effectivement, on mesurera des temps peau à peau, donc là, on pourra rentrer dans le détail. Mais déjà, avec 6 informations, je vous assure qu'on a le temps de balayer devant notre porte. Donc là, il manque une heure de sortie. Donc vous, vous allez vous farcir un tableau Excel où vous allez en fait rien faire en espérant que le logiciel de bloc vous propose des données qui sont justes. Donc si c'est un tableau Excel, ça va être long, ça va être fastidieux et vous allez passer à côté d'un paquet d'erreurs. Donc moi, j'ai un système expert, je clique dessus, ça me propose 10h15. Ici, je clique sur opérateur, ça me propose le docteur Calmin. Alors là, pourquoi il me fait ça? Hop. Ouais. Je vais tac, j'enregistre les modifications. Une fois que j'ai fait ça, j'ai des problèmes de chronologie. Chronologie, c'est juste que sur mon logiciel de bloc, je saisis un peu ce que je veux. Et puis soit j'ai un paramétrage qui est pointilleux et qui est pénible et qui m'empêche de faire des erreurs, soit c'est pas le cas parce qu'on a déverrouillé. Et généralement, c'est ce qui se passe. Vu que les infirmières disent: «Oh là là», on déverrouille et ça permet en fait de mettre n'importe quoi comme saisie. Donc là, j'ai une heure d'entrée à 10h21, une incision à 10h41, une heure de fermeture à 11h34 et une heure de sortie à 11h16. Et on voit bien que dans le déroulé, l'heure de fermeture, j'ai recousu en fait le patient dans le couloir. Donc non, il y a un souci, quoi. Donc, je crois pas qu'on le fasse en France. Et je préférerais qu'on le fasse pas. Donc là, en fait, on a un problème sur l'heure de fermeture. Alors là, c'est pas critique, parce que c'est la fermeture. Donc ça fait pas partie des 6 tops qui sont indispensables. Mais ça n'empêche pas qu'il faut corriger. Et donc là, on corrige en mettant 10h54, tout bêtement. Et après, il y a un petit point qui est beaucoup plus touchy. C'est les chevauchements. Chevauchement, c'est ce qui apparaît en jaune ici. Et donc finalement, j'ai plusieurs interprétations du chevauchement. Ici, je vois que j'ai une intervention qui finit à 16h04, quand une autre commence à 16h. Donc, de la même manière qu'on ne va pas recoudre un patient dans le couloir, on ne va pas mettre 2 patients dans la même salle. Donc là, on me dit que pendant 4 minutes, j'ai 2 patients dans la même salle. Donc, soit c'est encore une erreur de saisie, et c'était 16h fini pour l'un, 16h04 commencé pour l'autre, auquel cas j'ai un temps interpatient de 4 minutes, ce qui me paraît être aux petits oignons. Soit c'est un travail de régulation. Et ce travail de régulation, c'est quoi? Je suis au bloc opératoire, je vois que la salle 4, elle est armée, elle a même déjà été utilisée, et je dis au chirurgien: «Écoute, on va peut-être pas gagner beaucoup de temps, c'est que 4 minutes, mais
on a ça comme politique en interne de vouloir être efficient. Lapin, veux-tu bien aller dans la salle 4? Et donc finalement, l'erreur n'est pas le top, mais la salle. Et en fait, derrière, ça aura un impact considérable sur justement le calcul de vos indicateurs. Donc une fois qu'on a fait ces corrections, c'est bête comme chou, hein, mais faut se les farcir quand même. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait se dire, j'ai mes indicateurs, tout va bien. J'ai fait 10% du boulot. J'ai même rien fait du tout. Si on produit les indicateurs là, ils seront tous faux. Donc derrière, eh ben, je vais récupérer des plannings. Donc les plannings, chez vous, c'est quoi? C'est semaine paire et impair? Oui. Oui. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va appliquer un planning semaine paire et impair. Hop. Et puis, on va juste regarder dans un premier temps. Voilà. C'est un petit bloc opératoire. Comme je vous racontais, j'ai plein de places, mais j'ai pas de RH. Donc, j'ai quoi? J'ai une demi-vacation du rôle matin. J'ai en bout de journée une vacation d'urgence. Deux demi-vacations qui s'enchaînent en salle 2, une complète en salle 3, ré en 4, ré en 5, et une demi-vacation d'après-midi en salle 6. Ça, c'est mon programme. C'est le prévu. Et puis, bah, je vais mettre en face le réalisé. Et là, on arrive sur le foutoir. Et donc, bah, la première chose qu'on va regarder, vous vous rappelez tout à l'heure, on a corrigé l'intervention de 16 heures qu'on a mis en salle 4. Mais on a fait un travail de régulation. Donc, on sait très bien qu'elle appartient à quelqu'un à la base. Et donc là, bah, il va falloir l'associer à la bonne vacation pour pouvoir faire le calcul. Sauf que là, ben, moi, j'ai un système expert qui va me permettre de tout rattacher. Donc, si je prends les calculs que vous faites aujourd'hui ou que vous avez, soit depuis Excel ou soit depuis vos logiciels de bloc, vous allez calculer que l'ortho qui était en salle 3 avait un taux d'occupation de vacation de l'ordre de 60%. Sauf qu'en fait, eh ben, il va pas être content que vous lui disiez ça, parce qu'en fait, il a travaillé de façon extrêmement performante. Il a travaillé en salle 1 pour commencer, de manière trop précoce. Il a fait du débordement avant TVO. Je préférais qu'il soit à l'heure, qu'il commence à 8 heures. Mais il n'est pas trop bête, ce chirurgien. Il savait qu'il avait beaucoup d'activités et qu'il risquait de déborder en fin de journée. Il a préféré déborder en début de journée. Donc, il a commencé en salle 7. Peut-être que la salle 3 n'était pas encore armée. Donc, encore une fois, on cherche à comprendre la cause racine. Pourquoi j'ai pas travaillé dans ma salle? Et pourquoi j'ai commencé à 7 heures? J'ai commencé à 7 heures parce que je ne voulais pas finir à 19 heures. OK. Donc là, la première intervention a lieu en salle 1. Elle doit être rattachée à l'ortho. Après, donc ça finit à 10h15, ça enchaîne à 10h21, 11h27. Petite pause déjeuner qui dure 3/4 d'heure. Rien en fait de bien anormal là-dessus. Derrière, ça enchaîne. L'intervention en salle 4 est bien rattachée en fait à l'ortho. Et en fait, bah, on arrive quasiment sur 100% d'occupation de vacation. Alors que vous partiez pour faire un calcul à 60% d'occupation de vacation. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact, ça? Ça a comme impact que si vous faites vos calculs, vous allez dire que, bah, écoute, Lapin, tu es en retard et tu blindes pas ton programme. Donc, moi, demain, tes vacations, j'ai divise par 2. Vous allez lui proposer, en fait, 5 heures de temps opératoire, alors qu'en fait, non, il a bel et bien besoin de 10 heures de temps opératoire. Et là, de la même manière, on voit le docteur Escan qui a pas d'intervention. Et ben en fait, oui, il a tout fait en fait dans la salle 4. Ici, c'est passé quoi? Bah là, en fait, on voit que ça a été tout fait dans la même salle par chirurgien. Puis là, j'ai une petite intervention coquine qui est avec du rouge. Ça veut dire que ça a été une prise en charge en urgence. Et cette prise en charge en urgence, c'est de l'ortho. Donc, bah, j'ai encore la main dessus pour dire, finalement, cette intervention, je dois la rattacher où? Parce que là, je vois que c'est le docteur Escande. Et ici, c'est le docteur Escande également. Et docteur Escande, on voit qu'il avait une vacation ici, qui se finissait à 13h30. Donc, est-ce que je considère que c'est l'équipe d'urgence en salle 1 qui a fait intervention? Ou est-ce que je considère que c'est l'équipe du docteur Escande qui est restée avec lui pour faire l'intervention? Et tout ça, c'est très important. Parce qu'en fait, derrière, vous avez soit d'un côté générer du débordement pour l'ortho de la salle 2, soit juste générer de l'activité normale pour la vacation d'urgence. Donc, bah ça, c'est pareil, c'est des choses que moi, je ne peux pas savoir, je ne suis pas au bloc opératoire. Donc, j'ai des critères qui me permettent de dire, par défaut, a priori, c'est ça la vraie vie. Donc là, vu que j'ai eu plus de 45 minutes entre la fin d'intervention et celle-là, je décrète qu'on peut la détacher de sa vacation. Si j'avais eu que 30 minutes d'écart, j'aurais certainement rattaché en fait à la vacation du docteur Escandre. Donc tout ça fait que vous avez des interprétations qui sont totalement différentes. Et donc d'un côté, en fait, soit vous allez dire, bah, ma vacation d'urgence, elle me sert pas beaucoup parce que finalement, je prends en charge juste un ou deux gestes par-ci par-là, ça vaut pas le coup. Soit vous dites en fait que bah si,
je me rends compte qu'en ortho, je fais mon activité et que mon urgence est prise avec l'équipe d'urgence à côté. Donc, important en fait de détailler ça pour pouvoir piloter son bloc opératoire. Est-ce que vous avez tout compris? Mhm. Et est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle ou ça vous paraît cucul à praline et vous avez le sentiment que je vous dis des bêtises? Vous avez le sentiment d'avoir des données justes ou fausses chez vous? Je pense qu'elles sont plutôt fausses. Non. Et ça a quoi comme impact, ces données fausses? Déjà, au niveau des taux d'occupation, effectivement, je pense qu'on est en dessous. Quand on leur délivre, je pense qu'on est en dessous de la vérité. Et ce que je ne sais pas trop traiter, c'est quand j'ai des interventions justement dans des salles différentes. Quand il y a un chevauchement, par exemple, vous parliez des 4 minutes tout à l'heure, on Oui. les évalue comment ces 4 minutes? C'est parce que s'ils sont sur 2 salles différentes, comment ça se passe s'il y a 2 équipes différentes? Alors, s'il y a 2 équipes différentes, on est sur 2 TVO différents. 2 TVO différents. Et C'est c'est ça. là où on baisse, enfin, Mais c'est pas grave. En fait, les chirurgiens ne sont pas d'accord avec cette analyse. alors, Donc, ils sont pas d'accord parce qu'ils ont l'impression d'être pas bons. Mais en fait, faut juste, c'est vraiment une question d'objectif et de cible. On va prendre en fait l'ophtalmo. L'ophtalmo travaille souvent sur 2 salles. Les gestes sont rapides, on fait du ping-pong. Mais donc, ça veut dire que l'ophtalmo, il a 2 équipes, une en salle 1 et une en salle 2. Et en fait, il peut pas être à 100% sur les 2 salles. Donc, en fait, le type qui est extrêmement performant, il va être en fait à 50% d'occupation sur chacune des salles. Il va enchaîner. Ou peut-être un peu plus le temps. Enfin, lui, il sort le temps en fait que l'équipe finisse les pansements, etc. Donc, il va peut-être être à 65-65. Donc, c'est à vous de définir si ces 65-65 sont une cible performante ou pas. Donc, sur l'ophtalmo, j'aurais tendance à dire que c'est des gestes courts intéressants de financer 2 équipes. Sur de l'ortho, OK, on peut faire des PTH, on peut faire, ce que vous voulez, enfin, mais pour le coup, voilà, c'est pas toujours, en fait, adéquat. Par contre, il y a rien qui vous empêche d'essayer, de mesurer et de dire: «C'était à bon escient ou à mauvais escient». Mais en fait, voilà, quand il y a 2 équipes, il y a 2 vacations. Parce qu'encore une fois, la vacation, c'est un terme que je ne peux pas sentir, mais que je dois utiliser. Une vacation n'est pas une vacation. Une vacation, c'est des équipes mises à disposition. Ouais. D'autres remarques? Alors, on va parler encore un petit peu méthodologie. Hop. Et là, je vais vous décortiquer les 3 indicateurs clés. Hop. Vous voyez à peu près convenablement l'écran? Ouais. OK. Donc, je vais commencer avec le taux d'occupation des vacations qui est au milieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure et en fait sur lequel vous avez tous répondu juste. Alors, je vais faire le faillot, hein, mais vous avez été meilleurs que ceux de ce matin. Ceux de ce matin, ils s'étaient déjà trompés sur l'histoire du débordement qu'ils avaient intégré dedans. Donc, le taux d'occupation des vacations, je commence mon calcul à partir du début de la borne jusqu'à la fin de la borne. C'est un indicateur d'organisation qui est centré vacation. Est-ce que je suis bien organisé durant le temps de mise à disposition de mes équipes? Donc là, pour le coup, je travaille de 8h à 18h et je calcule mon TROF, temps réel d'occupation de vacation, et je vois que j'ai eu 8h30 en grille foncée d'intervention que je compare à 10h, ce qui me permet d'avoir un taux d'occupation de vacation de 85%. Donc 85%, on monte les biscottos normalement, on dit ouais, on est content, c'est ce que préconise la nappe. Sauf qu'on est déjà dans une erreur. Parce qu'en fait, je ne peux pas regarder cet indicateur tout seul. Donc, il faut le regarder en perspective de 2 autres indicateurs qui s'appellent le taux d'activité ressources et le taux d'activité en vacation. Le taux d'activité ressources, c'est je prends mon TVO que je compare par rapport à toutes les interventions que j'ai faites. Et donc là, on voit, comme tout à l'heure, que j'ai commencé de façon très précoce, à 7 heures, mais qu'en plus de ça, j'ai fini avec du débordement de plus de 2 heures et que j'ai fait au milieu de l'overbooking. L'overbooking, c'est ce qu'on peut rencontrer justement en fait en ophtalmo, où finalement, bah voilà, le chirurgien est parti, est dans une autre salle, et l'équipe est restée pour faire les pansements ou différents soins. Donc là, on arrive sur 130% d'activité ressources. Donc, la cible pour le taux d'activité ressources, ça va être 90, voire 100%. Je vais donner un exemple qui est totalement farfelu, mais pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. On imagine ce TVO d'orthopédie de 10 heures qui a lieu le lundi, de 8h à 18h. Sauf que le lundi, je n'ai aucun ortho qui est venu faire des interventions.
Le lendemain, je n'ai pas de vacation d'ortho. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai 10 heures d'intervention d'orthopédie. Et bien en fait, ce qui se passe, ça a beau être 2 jours différents, je vais comparer le TVO avec le temps d'intervention et je vais arriver sur 100%. Ça veut dire que théoriquement, j'ai le bon staff pour faire mon activité. J'ai le bon volume. J'ai de l'équipe qui est disponible pour faire mon activité. Sauf que là, c'est pas au bon moment. Et ce bon moment, on le travaille avec le taux d'activité en vacation. C'est le temps réel d'occupation de vacation qu'on va recouper par rapport au temps d'intervention. Donc, dans le cas qu'on vient de présenter, on aurait un taux d'activité ressources de 100%, mais on aurait un taux d'activité en vacation de 0%, parce qu'on ne serait pas sur le même jour. Donc là, pour l'exemple qui est sur une seule et même journée, on compare 8h30 de TROV avec 13 heures d'intervention, ce qui me fait un taux d'activité en vacation de 65%. J'aime bien inverser le chiffre en disant que 35% du temps, 3,5 fois sur 10, je n'ai pas travaillé au bon moment. Et ça, c'est ce qui fait disjoncter vos équipes paramédicales. Et en fait, comme je vous racontais tout à l'heure, vous allez voir un chirurgien, vous lui dites tu as 60, 70, 80% de taux d'occupation. On parle de vacation. Donc tout le monde s'en moque. On parle de vacation. Donc non, 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 on ne parle pas de vacation, on parle de respect des équipes paramédicales. 3,5 fois sur 10, j'ai fait travailler mes équipes paramédicales quand elles n'avaient pas prévu. Que le chirurgien il a envie de finir à point d'heure ou commencer machin, c'est une chose. Il y a une charte de bloc, il y a des horaires, il y a en fait un directeur des soins, il y a différentes personnes qui sont là pour faire respecter en fait un cadre. Moi, si mes équipes, je leur dis de venir bosser à minuit parce que ça m'amuse, je vais plus avoir grand monde. Donc là, on parle de minuit, c'est excessif, mais ça n'empêche pas que là, on les fait travailler 3,5 fois sur 10 quand ce n'est pas prévu. Et pour le coup, j'ai 130% d'activité ressources, ça veut dire que je tire sur la corde. Elles vont me péter dans les doigts. Je suis en fait, je suis en train de les essouffler. Parce qu'en fait, elles avaient prévu de faire 10 heures, elles font 13 heures. Il y a un moment en fait où on peut faire ça pour une journée, en obstétrique, aucun souci. Parce que des césariennes, des accouchements qui arrivent, voilà, on est là pour soigner. C'est avant tout en fait la conviction qu'on a. Donc, mais par contre, une fois de temps en temps, bien sûr, si c'est quelque chose qui est récurrent, c'est plus en fait, c'est plus un problème ponctuel, c'est un dysfonctionnement organisationnel. Donc, l'avoir sur une journée ne va pas m'émouvoir. L'avoir sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, là, je prends un risque. Et tout à l'heure, on l'a dit, on voit 15% des équipes qui s'en vont parce qu'en fait, le stress et puis le manque de considération. J'ai posté sur LinkedIn un article l'autre jour où je parlais justement de ces chiffres-là, et j'ai eu énormément de commentaires d'infirmières qui me disaient bah, vous nous enquiquinez avec vos indicateurs, c'est juste pour la direction, c'est juste pour en fait les chefs de pôle, et en fait, nous derrière, on n'est pas considérés. Et en fait, bah, si, mais sauf qu'en fait, il faut regarder les choses correctement. Et donc, identifier la cause racine. Là, si je prends mon TVO avec mes temps d'intervention, j'ai 13 heures d'intervention. J'ai commencé plus tôt. Je sais que je vais déborder. Donc en fait, il y a un moment où il faut juste dire, bah, on n'a pas offert assez de TVO à l'orthopédie. Alors, est-ce qu'on a une solution là-dessus? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mettre une demi-vacation supplémentaire? Est-ce qu'en fait, on doit revoir les délais de programmation? Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il est lent sur ses gestes? Ouais. Identifier la cause racine. Mais en fait, vous ne pouvez pas perdurer là-dessus parce qu'en fait, vous allez finir, vous n'avez plus que 4 salles, vous aurez bientôt plus que 3 parce que vous n'aurez plus assez de ressources paramédicales. Est-ce qu'on est à peu près clair sur ces indicateurs? Mhm. J'imagine que vous ne les utilisez pas forcément? Non. Pour tous. Ok. Et donc, c'est ce que je vous dis, c'est que le taux d'occupation des vacations tout seul, là, derrière, vous aurez beau parler en fait de débordement, de fin précoce, genre de choses, en fait, ouais, vous ne saurez pas en fait dans quelle mesure vous essorez en fait vos équipes paramédicales. Donc, bah, nos indicateurs faux, ça a forcément en fait un impact sur l'organisation. Et en fait, bah, ces impacts, j'invente pas grand-chose, hein. Ça va être des impacts en fait sur les retards pardon, et l'inefficacité. Si vous n'avez pas vu que systématiquement j'avais du débordement sur cette spécialité, ce qu'on disait tout à l'heure, 50% d'occupation ou 75, ça change beaucoup de choses. Et ben, vous aurez en fait un allongement des temps d'attente pour les patients et vous allez enchaîner en fait les retards qui vont affecter toute la journée du bloc opératoire. Quand vous avez un dysfonctionnement en fin de journée, vous allez payer en fait de plus en plus au fur et à mesure. C'est ce que j'ai dit généralement, c'est quand on va chez le Toubib et qu'on a rendez-vous chez Généraliste, qu'on a rendez-vous à 17h, on sait très bien qu'il va nous prendre à 18h30, 19h si on a un peu de chance, parce qu'en fait, il aura tout décalé n'importe comment. Et en fait, bah, c'est ça, au bloc opératoire, si on commence à avoir un écueil en début de journée, là, même le type qui a commencé plus tôt, on pourrait dire c'est super,
Il n'est pas à l'heure, il est en avance. Mais c'est un enfer d'être en avance. Parce qu'en fait, il faut coordonner les équipes. Tout à l'heure, on a dit quoi sur en fait, ce qu'est une intervention? C'est au bon moment. Et en fait, être en avance, c'est pas le bon moment. Parce que le bon moment, enfin, si je suis en Allô? avance, ça m'empêche pas ça m'empêche d'avoir les bonnes équipes. Oui. Donc en Ah, fait, bonne équipe, c'est quoi? C'est c'est bon, le l'anesthésiste. Et papier. c'est en fait, attends, j'ai juste coupé le micro. Hop. 4e étage. Tac. Rose. Donc, si je suis pas au bon moment, je peux pas avoir la bonne équipe. Si j'amène le patient trop tôt, est-ce que l'anesthésiste est déjà là? Est-ce que l'IAD est déjà là? Est-ce qu'en fait l'IBOD est déjà là? Et en fait, ça crée en fait tout un dysfonctionnement. Et en fait, ça veut dire que c'est la deuxième intervention ou la première intervention de la salle 2, par exemple, qui va payer les pots cassés de ça. Donc moi, j'aurais commencé de façon précoce. Et le type qui était à l'heure en salle 2, bah, finalement, il va commencer en retard. Donc ça va enchaîner en fait une mauvaise allocation des ressources. Donc, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a 130 d'activité ressources. Donc ça veut dire que d'un côté, j'ai besoin en fait de temps, enfin de temps opératoire, mais peut-être que de l'autre côté, je sous-consomme. Donc en fait, il faut réussir à équilibrer tout ça. Donc on se retrouve avec des salles qui sont inoccupées ou des vacations qui ne sont pas complètes, et un personnel qui est soit sous-utilisé, soit débordé. Et en fait, vous verrez jamais des équipes qui sont toutes débordées. Non, il y a des équipes qui sont fortement débordées avec d'autres équipes qui sont sous-utilisées. Par contre, vous allez pouvoir voir bien souvent des équipes au global qui sont sous-utilisées. Et donc, après, il y a des conséquences plus spécifiques sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les vacations vides, les débordements et donc les démarrages tardifs. Hop. Ça a forcément un impact sur les décisions. Et en fait, bah, sur les décisions, c'est là où vous allez commencer à voir vos équipes s'essouffler et en fait en avoir assez de voir cette inertie et que rien n'est fait. Vous avez en fait des données qui sont biaisées, donc ça veut dire que l'orientation stratégique, elle est basée sur des informations inexactes et en fait, vous allez derrière mal investir aussi bien sur le matériel, sur les DM, DMI que sur en fait les RH. Donc en fait, ça va coûter cher. Et aujourd'hui, tout le monde dit: «On n'a plus d'argent à l'hôpital». Moi, je vous assure que, là, j'ai fait une petite étude qui vaut ce qu'elle vaut. Mais pour un bloc, opératoire moyen de 8 à 10 salles, compte tenu du niveau de performance actuel, je parle même pas de recruter de nouveaux IAD ou IBOD, hein. Juste en fait à effectif constant, compte tenu de la désorganisation, un hôpital moyen peut faire à peu près par an 1000 interventions supplémentaires. C'est colossal. Alors, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande du dialogue de gestion et ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais c'est une fourchette basse. Un hôpital qui fait, enfin, on peut imaginer déjà à peu près plus 10 à plus 15% d'intervention par an. En faisant juste attention en fait à ces temps improductifs, en évitant en fait les démarrages tardifs, et cetera. Donc on peut, enfin, et en fait pour le coup, bah voilà, on se sent tout de suite utile. On a une patientèle en fait qu'on peut prendre en charge. On a parlé durant le Covid des pertes de chance et compagnie. Enfin voilà, il y a plus de Covid et pourtant il y en a qui tardent en fait à se faire opérer. Même en fait des urgences, on voit que dans certains cas, bah voilà, si c'est pas pris en charge dans les 6 heures qui viennent, il y aura en fait des complications et c'est bien souvent le cas malheureusement. Et j'ai un établissement, par exemple, qui, bah, voilà, que j'ai rencontré, où je sais que là, bah, c'est sur le point qu'on va voir après, qu'il a rencontré clairement des problèmes sanitaires. La désorganisation a eu pour conséquence, en fait, des morts de patients. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc ça a aussi un impact humainement sur ses ressources paramédicales. Personne, en fait, aime voir un décès. Déjà, quand c'est justifié, c'est pas plaisant, mais quand c'est injustifié, ça pose encore plus de problèmes et ça crée, en fait, beaucoup de défiance. Donc c'est ce que j'évoquais là, c'est sur, l'impact sur la rétention en fait des équipes. Donc surmenage ou sous-utilisation, turnover accru, donc voilà entre 10 à 20 de turnover et conséquences sur le fonctionnement, donc pénurie du personnel et impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Donc concrètement, ça fait moins d'inter, moins d'équipe, moins bonne qualité de soins et moins bonne qualité de travail. Donc ce que je pourrais faire, c'est je vous enverrai, parce que j'ai décortiqué ça de façon un peu plus large, sur ma présentation. Donc je vous enverrai, il faudra que je fasse ça peut-être lundi parce que j'ai 2-3 choses à faire encore aujourd'hui. Je vous enverrai le PowerPoint avec, le script derrière, où on parle finalement là, on monétise un petit peu, soit en fait en termes d'heures, soit en euros, les coûts que représente en fait, la désorganisation du bloc opératoire. Oui, donc j'avais mesuré, c'était combien? 1743 interventions chirurgicales par an qui sont ratées parce que le bloc n'est pas optimisé pour un bloc moyen. C'est beaucoup, hein. Et donc, bah, l'un des problèmes à l'origine de tout ça, ce sont vos outils existants. Donc j'en parlais tout à l'heure, il y a des sujets de gouvernance. Les sujets de gouvernance, moi je suis pas DG d'établissement, je suis pas président de CME, je suis pas chef de pôle. Je connais les bonnes pratiques.
je fais des audits au bloc opératoire, je me rends dans des conseils de bloc, j'anime des conseils de bloc. Je sais donc la théorie, ce qu'il faut faire. La pratique, on s'en doute, elle est bien plus complexe. Il y a un historique, il y a des défiances, il y a des conflits en interne qui ne sont jamais vraiment évidents. Mais en tout cas, il y a des bonnes pratiques. Et donc, c'est important d'identifier les bons acteurs, leur définir des rôles et de leur donner en fait de l'information. Et donc, cette information, malheureusement, aujourd'hui, j'en ai la certitude, et je pourrais vous le prouver demain avec vos données, vos données sont fausses parce qu'elles sont issues de logiciels de bloc ou issues d'Excel. Et c'est pas possible, sans y consacrer un temps de marteau, d'avoir des indicateurs qui sont justes. Si demain un cabinet de conseil vient chez vous, il va produire des indicateurs qui sont justes. Mais il va rester combien d'heures, combien de jours chez vous pour faire ces indicateurs-là? C'est énorme. Et donc votre cadre, elle ne peut pas passer 15 jours dans le mois pour faire les indicateurs. Il lui faut quelque chose qui aille vite. Donc nous, voilà, on a créé une solution. Ça nous a pris du temps. Mais en fait, voilà, 10 ans d'expérience en fait pour arriver à quelque chose qui est aux petits oignons. Et c'est pas juste pour le plaisir de dire on est les plus forts, on est les meilleurs. On a des choses qui sont justes. C'est que nous, on a une vision derrière ça. C'est le prérequis de la donnée juste. Et après, on les exploite via en fait une gouvernance. Et donc, bah, le petit point supplémentaire que je peux vous donner aussi, c'est que suite entre autres à différents posts que j'ai fait sur LinkedIn, c'est que malheureusement, il y a une espèce d'entre-soi. On parle d'indicateur avec la chefferie de pôle, on parle indicateur avec les chirurgiens, on parle indicateur avec les anesthésistes, avec les cadres, mais on ne parle pas d'indicateur avec les équipes paramédicales. Et les équipes paramédicales, elles ont juste l'impression d'être la chair à canon, alors que quand on parle de 85% d'occupation de vacation, on parle de 85% d'usage de ces personnes-là. Et en fait, on passe notre temps à parler d'elles sans qu'elles soient jamais concernées. Et au final, il y a une défiance, il faut, ouais, mais la direction, ils font bien ce qu'ils veulent. De toute façon, ils veulent une déspécialisation. De toute façon, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, etc. Et en fait, dans le cadre de vos recherches, une fois que vous avez vos indicateurs, pour analyser les causes racines, il vous faut vos cadres, mais également vos équipes paramédicales pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que bien souvent, les équipes, elles sont là, puis elles vont pouvoir vous faire le feedback de, bah oui, ce jour-là, en fait, où systématiquement, on sait que quand on est avec tel chirurgien ou avec tel dispositif, ça se passe bien ou ça se passe moins bien, et donc comprendre le dysfonctionnement à la cause pour pouvoir le régler. Et donc, on peut véritablement améliorer les choses dans ce sens-là. Quelle heure? Eh, en 45 minutes? J'ai voulu aller vite et je suis presque allé trop vite. Donc maintenant, bah, on a un petit moment, hein, je ne suis pas pressé. On a un petit moment pour papoter ensemble, en fait, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que je retourne sur la plateforme pour montrer des choses un peu spécifiques, on peut le faire. Si vous voulez me parler de votre vie au bloc opératoire, on peut le faire aussi pour que bah, je vous donne mon avis, hein. Il vaudra ce qu'il vaudra, mais c'est avec plaisir. Ah, je vous laisse muet, hein. C'est tellement beau. Donc là, vous voyez, j'ai laissé mon mail, mon numéro de téléphone, et je vais vous laisser également dans la discussion de quoi prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. C'est où? Tac. J'ai un lien booking. Copier. Voilà. Dans conversation, voilà, je vous ai envoyé un lien pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec moi pour parler de manière un peu plus confidentiel, ou en tout cas entre soi de son bloc opératoire, de savoir peut-être déjà l'avis que je peux en avoir, l'avis que je peux avoir de vos indicateurs, et puis vous dire assez concrètement quel espoir je peux vous fournir sur la capacité en fait, qu'on aurait à produire vos indicateurs et quel impact positif cette fois-ci ça pourrait avoir sur votre organisation. Et non pas en fait vous vendre la lune en disant que forcément chez vous, demain on va faire 1743 interventions en plus, mais de voir objectivement que peut-être en y allant étape par étape, en fixant les bonnes cibles et les bons objectifs, on peut améliorer de 2 points par mois les taux d'occupation un peu clés, quoi. Voilà pour moi. Moi je suis content en tout cas. Bah, j'en profite pendant que je suis là. Donc moi j'utilise mes tableaux de bord, donc je ne sais pas comment est-ce que vous consommez l'information, mais j'ai mes tableaux de bord moi qui sont compilés en fait par famille. Et hop. Je fais des tableaux de bord de tendance, d'organisation et de désorganisation. Tendance, c'est en fait la volumétrie en fait en nombre d'interventions et en volume d'intervention que je regarde par spécialité, par période, par type de programmation, par type de prise en charge. Puis après, j'ai un indicateur d'organisation, enfin un tableau de bord d'organisation où là, je reprends mes 3 indicateurs clés. Donc moi, je les connais par cœur, donc je sais comment les interpréter, ce qu'il faut en faire ou pas. Et ça me permet par la suite de pouvoir
rentrer dans des détails que je voudrais analyser en disant, je me rends compte que j'ai peut-être plus spécifiquement des soucis de démarrage tardif ou de fin précoce sur telle ou telle spécialité. Et donc, je vais regarder ça dans des organisations. Donc là, je fais très très vite, hein. Où je peux voir en fait que chez moi, le souci, par exemple, c'est effectivement les fins précoces, aussi bien en fait en termes de volume que de pourcentage, tatati tatata. Et puis quand on entend le détail, voilà, je suis pas forcément sur une période qui est, ça n'a pas pris la bonne période, mais peu importe. Et en fait, après, derrière ça, en un clic, je vais éditer un rapport. Je vais prendre un rapport partagé, par exemple, et je vais prendre. Il est passé où? Voilà. Fin précoce, par exemple. Je vais publier. Dans mes analyses, j'ai directement vu que j'avais un souci sur une période spécifique. Donc, déjà, la première chose que je vois, c'est voir, là, pour l'exemple, je vais aller en 2015, sinon on n'aura rien. Janvier 2015, ah, hop, on va prendre octobre, pardon, hop. Et en fait, là, on va dire que finalement, le souci que j'avais, c'était pas surtout mon hôpital. Je voulais regarder en fait spécifiquement en ortho. Je valide, je publie. Et en fait, ça génère automatiquement. Vous voyez en fait le cartouche qui apparaît ou pas? Ça génère un rapport. Vous voyez le rapport? Oui. Ouais. Donc là, ça m'a directement fait un focus sur l'ortho. Je fais juste un rapport sur l'ortho où je vois que, je mets mes lunettes, que je suis à 12,7% de fin précoce sur la période octobre-novembre-décembre 2015. Et puis finalement, après, j'ai voulu voir par opérateur comment ça se passait. Est-ce que c'est tout le monde ou pas tout le monde? Non, je vois en fait qu'au niveau de l'aspect, j'ai un souci. Et après, par opérateur, je vois que Fouro et Scand sont un peu plus en fait en délicatesse concernant en fait les fins précoces. Puis quand on rentre dans le détail, je voulais savoir par mois. Est-ce que c'est comme ça tous les mois? Je vois en fait que ouais, non, octobre, c'était pas terrible. Décembre, ça remontait. Et novembre, j'ai fait quelque chose. Ou alors, il s'est passé quelque chose. Peut-être que certains de mes chirurgiens étaient en congé et ça a amélioré en fait mes scores de fin précoce, par exemple. Voilà, encore une fois, la cause racine. Donc, voir un petit peu sur une période. Et puis, par jour de la semaine, est-ce que c'est tout le temps pareil? Ah, non, le mercredi et le lundi, c'est vraiment moche. Et puis, quand je recoupe opérateur jour de la semaine, je vous donne dans le mille. En fait, Escande, il me fait 24% en fait, de fin précoce le lundi. Il a uniquement des interventions ce jour a priori. Et puis, si je prends en fait Fourreau, lui, c'est le jeudi, c'est 22,6%. Donc, je fais ça, je sais que j'ai des décisions à prendre. Je vais faire quoi? Je vais aller sur mon indicateur magique, hop, qui est le prévu versus réalisé. C'est mon préféré, c'est mon maxi best-of. Non, non, il est vraiment. C'est une vue graphique. Là, je suis sur quelle période? Je sais plus sur quelle période je suis. Peu importe, c'est juste pour vous montrer un peu la logique. Mais c'est voilà. On imagine que on avait dit qu'on avait un souci le lundi. Bon, là, forcément, j'ai pas de données. Mais hop. Ouais, j'ai pas donné ce qu'on n'a pas poussé. Faut que j'aille en fait en 2015. Hop, top 2015. Hop. Le lundi, je sais plus quelle spécialité c'était mon type qui faisait beaucoup de fin précoce. Mais là, par exemple, je prends l'ortho, ou je prends même toutes les spé, puis je regarde en fait ce qui se passe. Donc là, je peux faire un filtre, par exemple, en ortho uniquement. Tac. Donc là, je vois que l'ortho. Et donc maintenant, je passe en revue les jours pour voir ce qui se passe tous les lundis, par exemple. Ok, là, effectivement, il a travaillé. Ok, là, on a du débordement ici. Il s'est passé quoi la semaine d'après? Là, en fait, il a travaillé, ok, 30 interpatients, on a changé de salle. Enfin, l'idée, ça permet de confronter. Je ne sais plus si c'était la bonne spé ou pas, hein, peu importe. Mais ça permet en fait de confronter en fait à la réalité. Et puis ça, on fait une petite capture d'écran en disant, on se rend compte que tous les lundis, ou qu'un lundi sur deux, il se passe ci, il se passe ça, quoi. Et en fait, voilà, enfin, il a l'air bête comme chou celui-là, mais en fait, les données qui sont dessus sont justes. Et en fait, l'aspect graphique apporte beaucoup, plutôt que ce fameux 80-85%. Là, en fait, on voit du concret, quoi. Voilà. Je vous en mets deux? Madame Labrousse, vous êtes où vous, déjà? Je sais plus, je sais que votre nom me parle, mais je sais plus où vous êtes. Oui, parce qu'on a un peu échangé, parce que c'est un bloc un peu atypique, on n'est pas informatisé, et on est en train d'agrandir le bloc, parce que je vous écoutais parler de personnel. Nous, on a la chance que le personnel est toujours présent, il ne s'en va pas, on est en Creuse,
C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. On est un petit bloc avec 4 salles, mais 4 salles qui tournent à plein. Et c'est pour ça qu'on a grandi le bloc, parce qu'on n'a plus assez de salles. D'accord. On a des praticiens qui vont arriver en janvier. Et en janvier, on n'aura plus assez de salles pour tout le monde. Mhm. Donc, on est en cours de travaux. On fait l'informatisation aussi. D'accord. Voilà. Et l'informatisation, c'est-à-dire que vous allez prendre un logiciel de bloc ou c'est quoi l'idée? Alors, le problème, c'est un logiciel de bloc pour lequel on n'a pas du tout été mis dans la boucle pour le choisir, forcément. Parce qu'en plus, le logiciel, en fait, on fait partie de la Polyclinique de Limoges. On a été racheté par la Polyclinique de Limoges. Et donc, le logiciel nous a un peu imposé, puisque c'est le même que celui qu'ils vont utiliser, puisqu'il fait le lien avec la ST. Voilà. C'est quoi comme logiciel? C'est Optim et avec le Reporting Tools, voilà, qui avait été. Bon, Mais alors, bon. Optim, on connaît. Programmation, planification, ça fait tout à fait le job. Après, la bonne nouvelle, c'est que nous, on sait récupérer les informations depuis Optim pour faire des indicateurs derrière. C'est ce que Donc, j'allais vous demander. Donc, oui, oui, bah, nous, on travaille entre autres avec tout le groupe Elsan. Et en Oui, fait, dans certains établissements du groupe Elsan, il y avait des établissements qui avaient Optim. On a rencontré beaucoup plus d'Optim dans le privé que dans le public. Ouais. ouais. Mais bon, c'est une clinique privée. C'est une clinique Oui, privée. tout à fait. Ouais. Donc, je vous montrais en fait qu'on avait de quoi faire une saisie opératoire si besoin, mais vous allez avoir Optim. Donc voilà, mais on a cette solution-là. Et à 3, je me rappelle plus en fait, monsieur Gilles Sanchez, qu'en fait c'était Michael Debloc qui avait mis DXCare, non? C'est pas ça? Vous avez coupé le micro, mais j'ai vu que vous avez dit oui. Ok. Et oui, oui. Et en fait, DXCare, il y avait. Alors, à une époque, ils ont fait une jolie campagne en vendant DXBlock avec une possibilité théorique de faire des indicateurs derrière qui étaient poussés sur un faux environnement de BI, quoi. Et après coup, en fait, on s'est rendu compte que ça ne faisait pas le job. C'est le cas chez vous ou vous n'avez pas encore de retour? Bah, je n'ai pas de retour encore à D'accord. ce niveau, mais je ne crois pas qu'ils n'ont pas ces modules pour faire les indicateurs. Ouais. Parce que j'avais beaucoup discuté en fait à l'époque, parce qu'ils avaient un autre logiciel qui fonctionnait très très bien, mais finalement le DSI, voilà, avait certaines incointances avec DSCare, avait fait le choix en fait de partir sur cette solution-là, quoi. Mais ouais, pareil, DXCare, c'est un joli outil de programmation, planification. Enfin, pour le coup, ça fait très très bien le boulot. Après, il est comme les autres sur les indicateurs, hein. Alors oui, mais c'est pas leur, non, mais c'est pas leur métier. En fait, c'est un peu le problème que, en fait, quand vous êtes en conseil de bloc et vous avez des chiffres qui sont faux, souvent vous allez voir le DSI en disant mais c'est pas possible, on a des chiffres qui sont faux. Puis, sauf que lui, il a fait un appel d'offres et dans cet appel d'offres, il a demandé indicateur de bloc. Et en fait, bah, la case, elle a été cochée comme quoi la solution, c'est des indicateurs de bloc. Alors peut-être que dans l'appel d'offres, il aurait fallu marquer indicateur de bloc exact selon tel type de méthodologie, auquel cas il n'aurait pas pu répondre. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui sait faire d'indicateurs fiables, si ce n'est nous, mais vraiment en France, il n'y a personne qui sait faire. Et moi, mon sentiment, c'est que voilà, tout le monde s'en moque, parce que ouais, c'est comme ça, mais sauf que moi aujourd'hui, je vois concrètement en fait, l'impact sur le terrain. Il n'y a plus aucune décision qui se prend en bloc opératoire. Ça se fait uniquement au charisme et puis à celui qui gueulera le plus fort. Et il n'y a plus de décisions qui se prennent. Alors que là, avec une solution comme ça, l'idée, c'est pas de faire. Tout le monde, en fait, généralement, tout le monde est là à dire ouais, je veux faire une réallocation de vacations. C'est la dernière chose qu'il faut faire. La dernière chose. Le jour, en fait, alors je vais être un peu vulgaire, mais le jour où on s'occupe de la réallocation des vacations, c'est qu'on a le cul propre, qu'on a tout fait en fait avant. Mais sauf que c'est jamais le cas. Donc il y a déjà tout le travail en fait à faire. A priori, les chirurgiens, on leur a fait un temps opératoire. Ils en ont théoriquement besoin. Il n'y a personne qui a dit oh, je vais à tout prix 15 vacations et ils vont prendre deux. Donc en fait, c'est voir pourquoi est-ce que c'est pas assez bien complété. Et puis les gens sont plutôt sains. On ne travaille pas avec des têtes de nœuds. Bien sûr, il y a deux, trois têtes dures, mais en fait, dans l'ensemble, voilà, il faut savoir emmener tout le monde en fait dans une vraie démarche. Et sauf que bah, ça fait 10 ans que tout le monde présente des chiffres qui représentent rien du tout en conseil de bloc. Et moi, je vous dis, je participe à des conseils de bloc, mais je les vois, hein. Et on ne fera pas croire que les gens écoutent et prennent des décisions. Alors que là, avec un peu de méthode, on a quelques bonnes pratiques. C'est en fait, on préconise un binôme contrôleur de gestion cadre qui vont faire finalement une analyse à travers Performance Block
ils auront des tableaux de bord toutes les semaines en disant, voilà, je veux toujours regarder les mêmes choses de manière macro. Puis macro, ça me permet de voir du vert et du rouge. Et en fait, ce vert, ce rouge, ben, encore une fois, je m'appuie sur le vert pour féliciter ce qui réussit. Puis ce qui est rouge, ben, je vais faire un petit focus warning. Je vais voir ce qui ne va pas et je vais creuser. Et donc là, l'idée, c'est que ce binôme contrôleur-gestion cadre puisse rentrer en fait dans le détail des dysfonctionnements et d'identifier la cause racine en disant bah là, cette semaine-ci, cette semaine-ça, ça va bien ou ça va pas bien, pour quelles raisons? Et en fait, il y a plein de choses qui sont pas que des indicateurs de bloc. C'est qu'en fait, quand il y a un problème de ST, c'est pas la faute des indicateurs, c'est le problème de la ST. Donc en fait, est-ce qu'il faut racheter des boîtes? Est-ce qu'il faut en fait compléter des boîtes déjà existantes? Est-ce qu'il faut revoir le processus? Est-ce qu'il faut faire un petit audit où on prend un papier, un crayon, puis on voit en fait à quelle heure ça a été nettoyé ou pas nettoyé? Enfin voilà, il y a des choses en fait un peu cucu à faire, mais voilà, l'indicateur, tout à l'heure j'ai une infirmière qui me criait dessus en me disant ouais, les indicateurs, c'est la direction qui s'en empare, puis en fait derrière ils font ce qu'ils veulent et machin. Mais non, un indicateur, ça fait rien. C'est ce qu'on en fait qui fait quelque chose. Et c'est sûr que si on a un indicateur faux, bah, on va pas faire grand-chose. Puis après, si on a un indicateur juste et qu'on est malveillant, bah, quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un de malveillant. Quelqu'un qui veut aider l'hôpital au sens large, eh ben, il fera toujours ce qu'il faut, pour les médicaux comme pour les paramédicaux. Moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez tous m'applaudir en chœur en disant que c'était génial? Merci en tous les cas. Bah, je vous en prie. Ouais. On Donc, reviendra vers vous une fois que l'informatisation sera faite. ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, vous inquiétez pas. Je l'ai noté dans un coin. Je n'oublierai pas de vous appeler. Je me doute. Et puis, voilà, donc il y a le petit lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Il y a la chaîne YouTube. Et donc, moi, je vous renvoie d'ici peut-être lundi, voilà, l'ensemble des informations, la vidéo en replay si possible, et puis tout ce que je peux pour que vous ayez de quoi avancer. OK? Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. Passez une bonne Allez. fin de journée, puis un bon week-end. Merci. Bon week-end à tous. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir.